Bonjour Jean-Baptiste Djebari, merci infiniment d'être avec nous ce matin. J'en profite en effet pour remercier Olivier Mazzucchelli, le PDG de Transavia, qui devait ouvrir cette journée, qui nous a annulé sa venue à Bordeaux au tout dernier moment. Ça nous permet d'avoir le grand plaisir d'échanger avec vous ce matin. Jean-Philippe Djebari, féru d'aéronautique, vous êtes également pilote d'avion. Vous avez été député de Haute-Vienne de 2017 à 2019, avant de devenir ministre délégué au transport jusqu'en 2022. Vous présidez aujourd'hui le programme de recherche sur les carburants aériens durables lancé conjointement par la Fondation Bordeaux Université, l'Université de Bordeaux et l'aéroport de Bordeaux et un groupe d'acteurs. Merci d'être avec nous ce matin. Pour débuter, on va aborder le sujet brûlant de la filière, le sujet d'actualité, le sujet financier qui agite un peu tous les acteurs, le projet de taxation des billets d'avion qui, s'il est adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, doit permettre de récupérer 1 milliard d'euros de recettes fiscales chaque année. La question est simple, Jean-Baptiste Djebari, quelle est votre position sur ce sujet? Merci beaucoup Pierre pour votre invitation. Merci à Jean-Christophe Tortora que je salue aussi et évidemment je salue tous les intervenants, mesdames et messieurs les élus et l'ensemble des personnes présentes ce jour. Peut-être avant de parler de la taxe, mais je vais répondre précisément, vous dire d'où je parle et que Jean-Christophe Tortora y a fait mention. Je parle effectivement comme ancien responsable politique, mais aussi comme un fervent défenseur du secteur, de son industrie. Je pense que la France a de la chance d'avoir une aviation, elle a une histoire glorieuse, elle a un avenir indéniable et l'aviation va continuer à se développer et elle a déjà entamé très largement sa décarbonation. Sur la taxe, et souvent contrairement aux termes qui sont posés dans le débat public, je veux quand même rappeler que le secteur aérien, il est taxé, il est même taxé assez lourdement. On avait fait des calculs en 2020, on avait regardé en moyenne le prix d'un aller-retour ou d'un vol entre Paris et Nice, et sur un vol vendu à environ 100 euros par Air France, vous aviez 47 euros de taxes et de redevances. Donc les redevances, c'est pour services rendus, mais les taxes sont quand même importantes, et la façon de taxer l'aérien est juste très différente de la façon dont on taxe les autres moyens de transport, ce qui amène souvent le débat public à être biaisé sur le sujet. Et au total, en France, le secteur est taxé à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Et la taxe qui est envisagée aujourd'hui, elle ajouterait 1 milliard d'euros à ces 2,5 milliards d'euros. Donc, le produit espéré de la taxe est tout à fait important. Comme vous l'avez rappelé, j'ai un peu d'expérience politique. Je sais faire la différence entre une annonce politique et sa traduction parlementaire. Et je vois déjà arriver dans le débat parlementaire du moment, puisqu'il a commencé hier, les sujets de continuité territoriale, la Corse, les Outre-mer. Donc je pense que le produit espéré de la taxe ne sera pas à la hauteur de l'annonce politique, mais que pour autant son principe est acté et que l'équation qui n'est pas forcément simple pour le gouvernement et pour les acteurs, c'est d'une part de contribuer à l'effort, on va dire, général de redressement des finances publiques sans provoquer un choc récessif sur le secteur aérien. Et je l'ai rappelé, le volume d'1 milliard est quand même tout à fait important. D'autant plus que le secteur aérien a connu un choc récessif tout à fait important en 2019 avec le Covid, qu'il en sort à peine et qu'il consent au titre de la décarbonation des montants tout à fait importants des montants d'investissement tout à fait importants. Donc je pense que c'est une équation qui est compliquée et je finirai par là pour cette première question en termes de philosophie, une fois qu'on a posé l'équation politique. Parce que j'ai écouté effectivement avec beaucoup d'attention le débat et j'ai retrouvé une forme un peu biaisé de débattre à la française de l'avenir de l'aviation. Moi, je pense qu'il faut que les acteurs politiques se méfient de la dissonance entre ce qu'ils disent et ce que font les gens. Vous vous rappelez, après le Covid, on avait dit que le monde ne serait plus jamais comme avant. On pensait qu'il y avait une jeunesse climato-activiste qui prendrait beaucoup moins l'avion. Or, les chiffres qu'on commence à voir sont têtus. D'abord, les gens à l'échelle du monde prennent l'avion, on y reviendra. Mais les Français prennent l'avion, beaucoup. Les jeunes prennent l'avion, beaucoup. Les avions de low cost, beaucoup. Et donc, je me méfie d'une forme de dissonance cognitive entre ce que disent les responsables politiques et ce que font les gens, parce que quand ça tend à s'écarter, je pense que tout le monde y perd. Les acteurs politiques en crédibilité et le secteur en capacité de continuer à être excellent. Et je finis d'un mot, mais on a une excellence industrielle aujourd'hui, elle est indéniable, elle est particulièrement d'ailleurs présente en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Mais le monde va très vite, des nouvelles puissances aéronautiques émergent, et donc l'excellence d'aujourd'hui ne garantit rien de l'avenir de demain. Et c'est donc un effort de tous les jours. Et je pense que le format que vous tenez aujourd'hui, d'une manière générale, les événements de la tribune, contribue à passer ce discours de vérité et à garder tout le monde bien mobilisé sur le sujet.
Merci pour cette première réponse très complète. Le niveau de trafic, en effet, va dépasser des records en 2024. C'est pas sans poser des questions pour tous les acteurs de la filière à tous les niveaux. Au-delà de ce sujet fiscal, donc, quels sont les deux ou trois principaux enjeux qui se posent au transport aérien dans les toutes prochaines années? Je pense que si on raisonne un peu à l'échelle du monde, et quand on parle de transport aérien, il faut raisonner à l'échelle du monde, le premier enjeu, c'est effectivement gérer la croissance du transport aérien. Parce qu'on a tendance à avoir un propos un peu occidental-centré, et voire très franco-centré. On est en France et en Europe dans des marchés qui sont assez matures, d'abord qui viennent de connaître des crises et qui sont avec des niveaux de croissance très très modérés. Mais on a des zones partout dans le monde qui se développent sous l'émergence des classes moyennes par centaines de millions. Ça s'est produit déjà en Chine et ça continue de se produire en Chine. Vous avez 1,4 milliard d'habitants en Inde qui légitimement espèrent pouvoir profiter de cette liberté de circulation et qui voient leur compagnie aérienne se développer à une vitesse extrêmement rapide. Pour donner un chiffre, en Inde, on reçoit dans les 10 prochaines années à peu près 500 avions par an. Donc c'est tout à fait considérable et vous avez des aéroports et des villes qui se développent à une très très grande vitesse. C'est aussi le cas en Indonésie, 300 millions d'habitants, et ce sera le cas après-demain en Afrique, pour lesquels la connectivité aérienne n'est pas encore très développée et qui aspirent aussi à cette liberté. Donc je pense que le premier grand sujet, c'est regarder très factuellement comment va se développer la croissance du transport aérien à l'échelle du monde et voir comment la France, l'Europe, peut y prendre sa juste part, peut engager les efforts de décarbonation, peut profiter de ces efforts de décarbonation, Madame la députée en parlait, et comment on sort des postures morales sur ces sujets pour valoriser ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire fabriquer des avions, contribuer à une filière et bien sûr engager cette décarbonation. Moi, je pense que le deuxième grand enjeu, c'est celui-là. C'est évidemment l'enjeu de la décarbonation. Le sujet n'est plus d'en parler, mais de la démontrer. Je pense à cet égard qu'entre 2019, Salon du Bourget, et le même salon en 2023, on a vu qu'on était passé un peu des discours, des intentions, des projets de papier à une décarbonation réelle, tangible, et qu'en plus, si on s'y prend bien, et ça l'a été dit également, cela peut tout à fait nous bénéficier à nous pour les décennies à venir, à nous les Européens de l'Ouest, notamment les Français et toutes ces entreprises excellentes qui ont déjà été citées. Le troisième sujet que je vois à traiter, c'est des sujets qui sont importants quand on se rapproche un peu plus des territoires. C'est évidemment tous les sujets de nuisance, tous azimuts. Les sujets de nuisance sonore, évidemment, les sujets de gestion des trajectoires, la bonne acceptabilité des aéroports par leur public et leur transition. Et là, on voit bien qu'on est dans une phase de très grande transition. Je pense qu'il y a toujours un appétit, contrairement à ce qu'on dit d'aviation dans le territoire. Il y a un esprit pionnier qui se régénère. Et de ce point de vue-là, cette génération, cette décennie qui s'est ouverte devant nous, elle est extraordinairement passionnante et on en reparlera certainement sur la décarbonation. Mais il faut l'accompagner politiquement dans un moment qui n'est pas très simple. Vous l'avez dit, finances publiques un peu contraintes, débat public qui continue à faire perdurer, à mon avis, des illusions de vouloir contraindre les individus à hauteur de plusieurs vols par vie. Et donc voilà, il faut aussi gagner ce combat opiniâtre de la motivation, de la volonté, de la philosophie du voyage, du déplacement et de l'apport de l'aérien dans nos vies des sociétés libérales. Et ça, c'est pas forcément un sujet facile, c'est un sujet politique et j'aimerais bien qu'il soit pris parfois d'une meilleure manière. Vous avez parlé de la décarbonation, c'est effectivement un défi incontournable si le secteur aérien veut continuer à voler dans les années qui viennent. Ça passe dans les toutes prochaines années par les carburants aériens durables. Il y a ce programme de recherche dans la région bordelaise que vous avez accepté de présider, de parrainer. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les objectifs et les moyens mobilisés? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, ça passe par l'ensemble des actions de la décarbonation, on les connaît. Ça passe évidemment par les trajectoires des vols, par la décarbonation des opérations en sol, ça passe par des moteurs plus frugaux. On a de ce point de vue-là un peu le retour de l'hélice qui sera intéressant à observer. Ça passe par Étienne Guyot, préfet, il faisait mention par les nouveaux avions décarbonés, c'est-à-dire des petits avions électriques qui existent déjà. Hein. Moi, j'ai volé plusieurs fois sur un avion électrique biplace, ça existe. Maintenant, il faut les mettre à l'échelle et les rendre acceptables et abordables pour tous. Mais ça existe déjà, et puis ça passe effectivement par des modèles un peu plus importants autour de l'avion à hydrogène et de ces nouvelles technologies. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde toutes les trajectoires de décarbonation, le plus grand contributeur à la décarbonation sur les 30 prochaines années, c'est ce qu'on appelle les carburants durables pour l'aviation, les SAF. Et il y a plusieurs types de SAF. Et il y a essentiellement aujourd'hui des technologies assises sur les huiles de cuisson usagées. Et par exemple, vous voyez beaucoup les Chinois qui produisent beaucoup d'huiles de cuisson usagées les envoyer
aux États-Unis qui les consomment sous forme de carburant d'aviation durable en les transformant et en bénéficiant de beaucoup de soutien public. Il y a ensuite une technologie autour on va dire des ressources agricoles et forestières, et j'y reviendrai parce que c'est vraiment le sujet de ce qu'on fait ici en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il y a les carburants de synthèse qui certainement sont à l'échelle de ce qu'on veut faire collectivement les technologies les plus prometteuses, mais qui vont nécessiter un très fort volet ou volant d'investissement industriel. Sur ce qu'on fait en Nouvelle-Aquitaine et qui est tout à fait remarquable, je pense qu'on a pris les choses avec la Fondation Bordeaux Université par le bon côté, c'est-à-dire à la fois par la recherche et par la technologie. Donc il y a un volet agronomique qui consiste grosso modo à étudier des pousses de différentes espèces. Donc typiquement, on prend de la cameline, du soja, du tournesol qu'on fait pousser de façon un peu différée avec du blé ou de l'orge. Et ce qu'on essaie de démontrer, c'est qu'on perd pas trop en faisant ces cultures complémentaires, on perd pas trop en rendement sur la culture de base, typiquement le blé ou l'orge, et on arrive à produire par exemple de la cameline ou du tournesol, qui a vocation à être utilisé dans des carburants d'aviation durable. Et donc ça, c'est le volet agronomique. On aura des résultats promis pour janvier-février au gré du travail de la nature et des agronomes et des chercheurs. Donc on pourra en dire beaucoup plus, je pense, en janvier-février. Et le deuxième volant qu'on a, c'est un volet technologique avec la création d'un jumeau numérique qui va nous permettre de modéliser assez finement à la fois le processus de production, la distribution, la chaîne d'approvisionnement, et qui nous permettra, dans un temps plus lointain, y compris de piloter, d'optimiser l'exploitation, le transport et la distribution. Donc c'est ça qu'on fait. C'est unique en France et, à ma connaissance, unique au monde. On a des chercheurs pour leur parler qui sont d'un niveau absolument incroyable, et je pense que de déciloter comme ça les compétences et l'innovation, c'est exactement comme ça qu'on doit faire valoir nos compétences en France et les raccrocher. Vous parliez de ceux qui contribuent, les raccrocher de façon très tangible à ceux demain, les industriels, les exploitants qui vont être les utilisateurs et donc souvent aussi les financeurs de ces nouveaux carburants d'aviation durable. C'est la bonne façon de faire. Et moi, je veux remercier aussi ici par votre truchement tous ceux qui contribuent à faire que ce projet de recherche devienne un peu plus tard un projet industriel d'excellence à la fois français et international. Merci Jean-Baptiste Djebari. Et ma dernière question, vous avez mentionné le besoin d'investissement colossal qui se présente à la filière, notamment sur les carburants aériens durables. Face à ce mur financier, est-ce que l'État doit ou peut accompagner la filière? Et j'ai envie de vous demander, le produit de cette taxe sur les billets d'avion, est-ce qu'il doit servir à réduire le déficit ou être fléché vers justement la décarbonation de la filière? Bon, ce qui est sûr, c'est que bon, l'argent public qui était abondant en 2020 devient rare, que les murs d'investissement, eux, ils sont là parce que les trajectoires sont engagées de façon pluriannuelle. Quand on parle des carburants d'aviation durable, vous avez un premier rendez-vous en 2025, puis 6% en 2030, puis 25% ou 20% d'incorporation en 2035, et ça va jusqu'en 2050. Donc, quand on est investisseur, quand on est industriel, on a besoin de voir les règles ne pas trop changer et de pouvoir, quand on consent des milliards d'euros d'investissement, effectivement ne pas voir les acteurs politiques faillir sur la réglementation ou faillir sur le soutien public. Et on est dans un moment où on a besoin de soutien public. On a engagé en 2020 un fonds de soutien sur les carburants d'aviation durable. Le président l'a rappelé, les premiers ministres successifs l'ont rappelé, et Michel Barnier en a encore fait mention dans son discours de politique générale. Donc je pense que de ce point de vue-là, le soutien français est acquis. Après, il reste à voir le montant, le volume et le calendrier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas caler, parce qu'il en va à la fois de la décarbonation réelle, de la crédibilité de notre secteur et de l'utilisation, pour le coup, sain des deniers publics qui sont consentis depuis maintenant plusieurs années. Après, vous avez raison de dire que le sujet, c'est le passage à l'échelle. Parce que tout ce qu'on a évoqué, notamment sur les carburants d'aviation durable, à un moment, ça doit, comme on dit en mauvais français, se scaler à une échelle industrielle. Et donc, si en ordre de grandeur, on veut vraiment être notamment au bon point de rendez-vous en 2035, il faut engager les projets à peu près maintenant. Et on parle d'une dizaine, entre 5 et 10 usines en France à taille critique à lancer maintenant pour qu'elles soient complètement opérationnelles entre 2030 et 2035. Et ça, c'est sûr qu'à chaque fois, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros à consentir en termes d'investissement public-privé. Et il y a évidemment un rôle du public que de dérisquer une partie de ces investissements dans un moment où le marché n'est pas du tout mature, où les carburants d'aviation durable sont chers, où les ressources publiques sont modestes, disons-le comme ça. Dans un moment en plus où on consent des investissements de décarbonation pour beaucoup d'autres secteurs. On a tout le sujet aujourd'hui avec le salon de l'auto ces jours-ci
de l'électrification des véhicules. Et on voit bien que dans le détail, une fois qu'on a fait l'annonce politique, tout est matière à exécution et tout est complexe. Donc voilà, je pense que la France est très bien placée. Elle a un bon mix énergétique. On a des atouts absolument incroyables avec la filière industrielle. On a un mix énergétique avec le nucléaire qui nous favorise notamment sur le long terme avec les carburants de synthèse. On a des chercheurs d'excellence en agronomie, en chimie, et on a une industrie conquérante avec des moyens conséquents qui doivent nous permettre d'accompagner cette transition. C'est une chance pour la France, mais c'est vrai que, comme disait Napoléon, tout dans ce petit sujet, il parlait de la guerre à l'époque, mais est art d'exécution. Et c'est là-dessus, effectivement, que je pense les gens arriveront à se déterminer et que moi, je veux voir de plus en plus d'éléments tangibles et réels de cette décarbonation française et européenne. En tout cas, c'est à ma modeste place que j'y contribue avec notre action en Nouvelle-Aquitaine. Merci infiniment Jean-Baptiste Djebari pour votre participation. Ce matin, on peut vous applaudir, même à distance.